Cette loi a été faite pour me barrer la route, Oui. mais elle est faite contre moi. Je sais qu'elle, ce n'est pas une bonne loi, mais je vais la respecter. D'accord. Donc, quand je vous dis cela, est-il républicain ou pas? Ah bah là, c'est républicain. Ah ben voilà, donc je vous retourne la question aussi. C'est républicain. Voilà, je vous retourne la question. C'est républicain. Voilà. Là, je ne parlais pas de 95, je parle de 2000. Moi, je parle de 95. Ah non, donc en fait, on choisit la républicanité selon les... Vous parlez de la même personne, et moi, je vous donne aussi un propos Mais monsieur, pour être cohérent, cette même personne doit être toujours républicaine. Soyez précis, depuis 2000. Bon, vous avez bien repris quand même ce projet de transfert de la capitale. Ça fait 15 ans que vous gouvernez un pays qui est en paix. Ma question, quelles sont les raisons profondes pour lesquelles ce transfert de la capitale n'a pas encore eu lieu? C'est simple. Elle est très simple, la question. On a pris un pays où tous les fondamentaux étaient à zéro. Il fallait reconstruire le pays. La Côte d'Ivoire ne sort pas du néant, monsieur. Mais si, quand même. Parce qu'en 2011, quand vous prenez la Côte d'Ivoire, tous les indicateurs sécuritaires, économiques étaient pratiquement nuls. Et ça procède de quoi, tout ça? Soyez précis, depuis 2000. Bon, vous avez bien repris quand même ce projet de transfert de la capitale. Ça fait 15 ans que vous gouvernez un pays qui est en paix. Ma question, quelles sont les raisons profondes pour lesquelles ce transfert de la capitale n'a pas encore eu lieu? C'est simple. Elle est très simple, la question. On a pris un pays où tous les fondamentaux étaient à zéro. Il fallait reconstruire le pays. La Côte d'Ivoire ne sort pas du néant, monsieur. Mais si, quand même. Parce qu'en 2011, quand vous prenez la Côte d'Ivoire, tous les indicateurs sécuritaires, économiques étaient pratiquement nuls. Et ça procède de quoi, tout ça? D'abord, je voulais qu'on parle d'abord des questions de bonne gouvernance. Quel bilan faites-vous du président Ouattara en matière de bonne gouvernance? Alors moi je dirais en fait que le bilan en fait en termes de bonne gouvernance en fait il est assez mitigé. Pour moi il est mi-figue mi-raisin. Et effectivement il y a eu des annonces en ce qui concerne la mise en place de certaines institutions en termes de contrôle. En termes de contrôle, on se rappelle comme ça qu'à l'avènement en fait de M. Ouattara au pouvoir, il a voulu véritablement. Après plusieurs années au pouvoir, une question continue de diviser les Ivoiriens. Quel est réellement le bilan d'Alassane Ouattara? Entre grandes infrastructures, croissance économique et critique de l'opposition, les avis sont loin d'être unanimes. Reste avec nous jusqu'à la fin. Et essayer de mettre des organes en termes de surveillance, en termes de contrôle. Quel est le résultat après 15 ans de gouvernance? Qu'est-ce qui a été véritablement décelé? C'est là la question. Parce que nous savons qu'une institution telle que... La Haute Autorité pour la bonne Merci, gouvernance. la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, voilà, effectivement, lors de ses rapports, a détecté certains éléments en ce qui concerne des gestions dans certains portefeuilles ministériels qui étaient plus ou moins louches, mais quelle était l'exécution, d'accord, après avoir mentionné cela. J'aimerais juste aussi apporter un élément qui est très important, c'est la Cour des comptes. La Cour des comptes, en fait, qui est une institution qui était déjà pensée, mais son exécution a été mise en place sous le mandat de M. Alassane Ouattara. Nous avons vu ce que la Cour des comptes a relayé comme information. C'est un premier élément déjà qu'on peut saluer, mais qu'est-ce qu'il en est véritablement en termes d'exécution? Après, il y a plein d'autres éléments. Pour commencer, je dirais, il y a eu la mise en place sous les 15 ans de certaines institutions. Maintenant, quels ont été véritablement, après avoir divulgué au sein de ces institutions, certains éléments, quelles étaient les exécutions, quelle était l'exemplarité qui a été donnée sous ces 15 ans de mandat de M. Ouattara? Vous avez planté le décor. Réponse du RGPE. Qui se lance? Bon, je voudrais d'abord remercier mes responsables qui m'ont permis de venir intervenir aujourd'hui sur votre plateau. En l'occurrence, le secrétaire national des militants de l'extérieur, M. Ouattara Draman, le délégué extérieur pays, M. Tidiane Koné de Paris. Et aussi, nous avons maintenant un coordinateur régional de campagne qui est à la personne du ministre des Affaires étrangères, M. Adom. Donc, cela dit, pour parler de bonne gouvernance en Côte d'Ivoire, il faut saluer déjà les efforts faits par le gouvernement. Le président Ouattara, quand il arrivait au pouvoir, tous les organes dont nous parlions aujourd'hui n'existaient pas ou pratiquement ne fonctionnaient pas. Donc on part d'une feuille blanche et on commence à bâtir une structure anti-corruption afin que les deniers publics qui sont générés par le développement de la Côte d'Ivoire soient mieux gérés et qu'il y ait moins de déperdition. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas toujours des brebis galeuses qui s'amuseraient à jouer avec la loi ou bien avec... la gestion en tant que bon père de famille. Donc, il faut plutôt saluer les efforts du gouvernement, sa transparence, la mise en place de la Cour des comptes, par exemple, qui chaque fois fait un rapport pour que toute la nation sache quels sont les ministères ou les administrations où il y a eu des fautes, où il y a eu des manquements ou des faiblesses. C'est déjà un grand pas. C'est parce que cela est su de tous qu'on peut commencer à critiquer. Si cela n'était pas dit, que c'était mis sous le noir ou bien sous le tapis, on n'en parlerait pas. Il faut plutôt féliciter le président de la République qui a donné une force nouvelle à l'inspection générale d'État, qui a créé une Cour des comptes, qui a créé une haute autorité pour la bonne gouvernance, qui enjoint tous les responsables politiques de déclarer à les prises de fonction leurs biens, de faire des mises à jour si possible, et à la fin de leur mandat, de déclarer aussi les biens qu'ils ont eus. Donc c'est déjà
un grand pas. C'est parce que nous-mêmes en interne, on dénonce certains faits, qu'on les met sur la place publique, que d'autres personnes ou d'autres institutions peuvent aujourd'hui se mettre à nous critiquer. Pour le moment, je m'arrête là, ensuite on va continuer. Monsieur Gata. Merci. Alors, je vais aussi appuyer parce que quand il disait qu'une chose est de mettre en place des organes, mais qu'en est-il pour le suivi? Est-ce qu'il y a eu des sanctions? Effectivement, si on se rappelle bien, il y a eu des sanctions. Puisque quand il y a eu des enquêtes par rapport à certaines directions au niveau de l'ARC-TCI par exemple, il y a le DG justement qui a été en prison. Il y a plusieurs DG qui ont été débarqués de leurs fonctions suite à des audits où on a constaté certaines malversations. Donc pour vous dire en fait qu'il n'y a pas d'impunité. Voilà. Donc il y a déjà un élément qui existe, il y a des actions qui sont prises justement à l'effet de dissuader tous ceux qui voudront justement. Et comme il a dit, on est quand même dans des organisations, dans tous les pays du monde, la corruption gangrène nos sociétés. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire justement pour limiter ça? Il faut une volonté politique. Et déjà, la mise en place de ces organes et les sanctions derrière, pour moi, sont un premier pas. Est-ce que c'est suffisant? Clairement non. Donc il y a une continuité dans les efforts. Mais pour le moment, pour vous, en matière de bonne gouvernance, le chef d'État a vraiment a évolué. On ne dit pas que c'est parfait, mais on dit qu'il y a un chemin qui est parcouru Bien. et qu'il y a une marge de progression, donc qui certainement va être. On va aller point par point, rassurez-vous, on a le temps, maître Kekou. Alors, monsieur a parlé du bilan et nous a fait savoir comme ça que voilà, monsieur Tikoura a parlé donc des déclarations de patrimoine. Moi, j'aimerais tout de suite lui poser une question. Est-ce que vous pouvez me dire aujourd'hui si vous avez déjà lu la déclaration de patrimoine du président de la République? Est-ce que vous avez déjà lu la déclaration de patrimoine de l'un des cadres qui composent le gouvernement du RHDP? Est-ce que vous avez déjà lu la déclaration de patrimoine de l'un des ministres? La réponse, j'imagine qu'elle est évidente, c'est non. Puisque ces documents-là, je le dévance, puisque, sauf monsieur à me prétendre le contraire, je vous laisse la parole. Je ne prétends pas le contraire. On a assisté à une conférence du président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, je pense il y a 2 semaines, au salon Hoche, qui a été très direct là-dessus. Toutes les personnes dont je vous ai parlé, ces personnes-là ont fait les déclarations de patrimoine, mais après, est-ce qu'on doit rendre cela public? Je n'en sais pas. Donc je ne peux pas vous dire. Mais sinon, si le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance le dit, ça veut dire que cela existe. C'est une personne sérieuse, c'est une autorité morale assez sérieuse qui ne va pas se permettre de dire des choses qui ne sont pas assez justes. Donc avant de poser des questions, mais vous donner des réponses, prenez soin aussi d'approcher peut-être la Haute Autorité pour la bonne gouvernance pour savoir exactement ce qu'il en est. Et nous sommes sur un plateau, donc il faut éviter souvent de faire des affirmations qui peuvent sont tendancieuses en fait. Je vous rassure, je consulte régulièrement ce site-là et je n'y ai vu aucune déclaration. Vous posez la question de savoir est-ce qu'il faut les publier ou il ne faut pas les publier. Ici, moi, je peux vous dire à l'euro près de quoi est constitué le patrimoine de M. Emmanuel Macron, de M. Gérald Darmanin, à 13 000 € sur les comptes de M. Gérald Darmanin. C'est ça, une garantie de bonne gouvernance, la transparence. Puisque Routes, ponts, économie, sécurité, emploi, coût de la vie, démocratie. Quels sont les domaines où les résultats sont salués? Et sur quel point les critiques restent nombreuses? Découvrons ensemble les principaux arguments avancés des deux côtés. Un ministre qui est débarqué, on doit pouvoir savoir ce qu'il a amassé. Est-ce qu'il a détourné ou pas des fonds? Les citoyens que nous sommes ont un devoir de contrôle des ressources publiques. Et donc cette question de la transparence, elle est fondamentale. Moi, vous me dites que le président dit que ces déclarations sont effectives. À partir du moment où je ne suis pas en mesure de les constater, alors même qu'en tant que citoyen, j'ai un devoir de contrôle, je peux mettre cela en doute, en réserve. C'est un premier point. Ensuite, on peut parler encore de cette bonne gouvernance. Les scandales qui ont jalonné votre gouvernance depuis 15 ans. 400 milliards, le programme présidentiel d'urgence. 500 milliards, la filière café-cacao. 1000 milliards, geste aussi. 100 milliards, le DG du Fer, que vous connaissez très bien, qui est ici à Paris, M. Diaby l'a signé. Vous avez parlé donc d'un recul de l'impunité en Côte d'Ivoire. Très bien. Est-ce que vous pouvez me dire les sanctions qui ont été prononcées à l'encontre, par exemple, de M. Diaby Lanciné, qui certes est présumé innocent, mais me dire la procédure pénale dont il a fait l'objet. On ne débarque pas un homme qui se rend coupable de détournement, messieurs. On le condamne. On le fait poursuivre par les juridictions pénales répressives. On ne débarque pas un homme de cette trempe-là. On ne le fait pas passer d'un poste à un autre. C'est ça les garanties de bonne gouvernance sur lesquelles les Ivoiriens vous attendent. L'impunité, elle existe aujourd'hui. Et les gens peuvent se poser cette question-là. Pourquoi est-ce qu'un homme qui est soupçonné, épinglé par un rapport, n'est pas poursuivi? Donc c'est aussi un talent d'Achille. Et je pense qu'aujourd'hui, sur votre gouvernance, c'est le plus gros. La bonne gouvernance. J'arrive avant de donner la parole au représentant du RHGP. Oui, donc, je pense qu'il y a Maître et puis mon cher ami Tissant qui ont vraiment tout dit pour l'instant, mais moi je vais aussi revenir sur cette histoire de bonne gouvernance. Effectivement, pour moi, les institutions dont le RHDP se gargarise là, moi je pense qu'elles ont été mises en place en fait pour, à la sortie de la crise, il fallait rassurer les bailleurs internationaux. Et donc, pour moi, ce sont des institutions vitrines. Et Maître l'a si bien dit tout à l'heure, elle ne fonctionne pas. C'est-à-dire, dans les faits, il n'y a pas de sanctions derrière. Oui, on voit qu'il y a certains ministres, il y a certains qui ont été épinglés, ils ont été, comme Maître le disait tout à l'heure, on débat quelqu'un, on le nomme à un autre poste. Est-ce que c'est ce qu'on veut? Est-ce que en fait, ça permet, est-ce que ça dissuade les autres de continuer dans cette action-là? Moi, j'ai dit non.
Et donc, je pense qu'on doit tous s'accorder sur le fait que les sanctions n'y sont pas. Maintenant, s'il y a eu des sanctions, dites-nous là aujourd'hui, notamment, il y a eu l'histoire du fait. Où en sommes-nous aujourd'hui? On ne sait pas. Il y a eu l'histoire avec la Cour des comptes, où la Cour des comptes avait, je crois, c'était l'histoire avec le SNEDAC, je crois. Ils avaient révélé quelques... Voilà. Et peu de temps après, on a vu qu'au sein du RHDP, il y a eu beaucoup de trucs qui sont passés. Et bon, après, on n'a plus entendu parler de cette histoire-là. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Qu'est-ce qui a été fait? Qui a été... Voilà. En fait, on n'a pas de suite. On nous montre des histoires. Nous, on se dit que c'est un instrument peut-être politique pour essayer de faire taire certaines personnes. Voilà, donc il y a beaucoup de choses, Donc aujourd'hui, dit ici aujourd'hui que cette institution-là, et puis moi, ce langage, il y a beaucoup de choses qui ont été faites et que tout n'est pas parfait. Non, je pense que c'est un foutu. On essaie de cacher beaucoup de lacunes à travers ce langage-là. Donc, il faudrait que vous dites là, ici, aujourd'hui, qu'est-ce qui a été fait réellement? Quelles sont les personnes épinglées? Quelles sont les personnes qui ont été sanctionnées? Mais quand je parle de sanctions, c'est la prison, parce qu'on voit que des gens insultent le président de la République, ils sont mis en prison, et effectivement, en moins de 48 heures, ils sont enfermés. Mais et ceux qui détournent? Je pense qu'eux, ils sont plus dangereux que ceux qui insultent le président de la République. Merci Jean-Yves. Je pense que dans vos prises de parole respectives, on était que 2 points. J'ai noté pendant que vous parliez, la question de la transparence, de la justice à double vitesse, comme on dit, et puis aussi de l'efficacité des institutions. Donc, je vous laisse répondre sur les 3 thématiques qui ont été relevées. Bon, pour répondre à Maître, je ne souhaiterais pas qu'on personnalise le débat. Monsieur Diaby Lanciné est une personne physique qui vit en Côte d'Ivoire, qui n'est pas ici, je tiens à le préciser, il est en Côte d'Ivoire. Il n'a pas quitté le pays, il n'a pas abandonné le pays, il est en Côte d'Ivoire et il travaille. Donc je souhaiterais vraiment qu'on ne personnalise pas le débat. Citer une personnalité et dire qu'elle a détourné de l'argent. Accusé, non. Oui, mais j'ai respecté sa présomption d'innocence. Oui, vous avez une présomption d'innocence, mais avec la conviction avec laquelle vous le dites, c'est comme si c'était avéré. Donc, du coup, si vous dites présomption d'innocence, vous devez avoir aussi la courtoisie de dire qu'il n'a pas été inculpé. Donc, à défaut, c'est de dire aussi que peut-être ce qui lui a été reproché, dans le fond, peut-être qu'il y a encore des éléments à prouver pour affirmer sa culpabilité. Non, rassurez-vous, c'est le seul dont je me souviens de l'identité. Donc jusqu'à présent, il n'y a rien d'effectif qui a été reproché à M. Diaby Lanciné dans le fond, pour que cela puisse justifier peut-être la saisie d'une autorité judiciaire pour qu'il y ait... Non, c'est au parquet d'enquêter. Ça, après, je ne rentre pas dans ces détails judiciaires, je ne suis pas juge de formation, moi je vous dis de façon factuelle ce que je pense de cette histoire. Pour dire, est-ce qu'il y a eu des personnes qui ont été, des directeurs qui ont été incarcérés? Oui, il y a un directeur qui s'occupait de la gestion du patrimoine, je pense, foncier industriel, qui a été mis en prison. Il y a des DG qui ont pris la poudre d'escampette parce que le procureur, justement, a engagé des poursuites contre ces personnes-là. Et je peux vous citer encore un certain nombre de personnalités comme ça qui ont maille à partir avec la justice parce qu'elles n'ont pas respecté la gestion de bons pères de famille des biens publics qui leur avaient été confiés. Donc, pour rebondir sur ce que Jean-Yves disait, que les institutions ont été créées juste pour faire bonne figure. Mais il faut remercier le président Ouattara au moins. Autant de nos prédécesseurs, quand vous volez, le président vous disait « je vous vois voler », mais si vous n'arrêtez pas, si on vous attend, vous irez en prison. Bon, entre quelqu'un qui met des institutions en place, qui contrôle, qui sanctionne, mais qui publie même la gestion des comptes de l'État, et celui qui ne fait rien, qui dit vous continuez à voler, si on vous attend, vous irez en prison. Je préfère celui qui met des institutions en place, qui les fait fonctionner, qui leur donne les moyens de leur politique d'agir, qui crée le pôle financier qui a été créé justement pour juguler les crimes de délits financiers. Il faut plutôt encourager le président de la République, il faut plutôt le remercier pour tout cela. Mais tous ces efforts qui ont été faits, vous voulez que d'un coup, on les balaye, qu'on les mette à la poubelle pour dire qu'il n'y a rien. C'est que non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Et nous sommes actuellement un pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure. Si on veut évoluer, arriver à un pays intermédiaire de la tranche supérieure, il y a un certain nombre de mécanismes judiciaires qu'on doit mettre en place pour atteindre les normes internationales de gestion des finances. Certains vous diront que ça fait 15 ans que vous êtes là. Oui, mais voilà pourquoi je dis que nous sommes arrivés à un stade de revenus intermédiaires inférieurs. Ça fait longtemps, ça fait beaucoup de temps. Non, mais ça fait 15 ans. Et en 15 ans, il y a des pays qui n'ont pas obtenu cela. 15 ans en 15 ans, vous trouvez que c'est peu? Vous trouvez que c'est trop? Enfin, non, je rappelle juste je vais rapidement rebondir sur ce que Jean-Yves a dit quand il dit qu'il n'est pas d'accord avec la session, disant que beaucoup de choses ont été faites et qu'il reste encore des choses à faire. Je pense que c'est factuel. Et puis, c'est pas un fourre-tout. Venir dire ici qu'on a un bilan inattaquable serait, pour moi, pas objectif. Mais il faut le constater. Ah, vous le dites chez vous, hein. Ah oui. Je ne sais pas, moi, je suis maître de mes propos. Je vous dis, et je vous dis, comme la plupart de nos leaders politiques, quand on les écoute, n'ont jamais aussi dit que le bilan était parfait, la perfection n'existe pas. Oui, le bilan, il est plus que satisfaisant, mais dire qu'il est parfait, non.
ça, je vous mets au défi de me sortir Non, quelqu'un non, qui a non, parlé on de n'a la pas dit ça, c'est juste que l'expression bilan inattaquable. Donc, C'est une expression qui est dit qu'il y a des choses qui ont été faites. Est-ce que lui, il reconnaît qu'en Côte d'Ivoire, de 2011 à maintenant, il y a des choses qui ont été faites ou pas? Est-ce que pour lui, il estime que tout a été fait? S'il estime que tout n'a pas été fait, donc ça veut dire en fait qu'il y a des choses qui ont été faites et il y a des choses à faire. Mais dire que c'est un faux-tout, pour moi, ça ne veut rien dire. Ok. Il me semble. En fait, c'est très intéressant à écouter en fait mes deux, je dirais les deux invités en face. En fait, il faut comprendre quelque chose. Il y a véritablement une confusion. Et merci en tout cas, Carlyle, de rappeler quelque chose de très important. C'est 15 ans de gestion. Ce n'est pas 5 ans, ce n'est pas un mandat, c'est 15 ans. Et ce que vous expliquez, il faut comprendre que fondamentalement, il y a des éléments... Au final, le bilan d'un président se juge autant par les réalisations que par leurs effets sur la vie quotidienne des citoyens. Selon toi, quel est le véritable héritage d'Alassane Ouattara? Donne ton avis en commentaire et abonne-toi pour ne manquer aucune analyse politique.